le podcast Humain demain. Je suis avec Marc Roux, président de l'Association française transhumaniste, qui va m'accompagner en tant que co-animateur, et nous accueillons Dominique Leclerc. Bonjour Dominique, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et nous parler un peu de tes intérêts en général? Oui, en fait, je suis autrice, mais surtout dramaturge. Je travaille surtout au théâtre. Je suis metteur en scène, je suis scénariste et réalisatrice. Mais j'ai tout d'abord une formation de comédienne. Mais la vie m'a amenée à explorer toutes sortes de médiums. Voilà. Et alors, Dominique, est-ce que tu peux nous préciser quand même cette particularité? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au transhumanisme? Tous les dramaturges ne s'intéressent pas au transhumanisme. Il n'y en a pas tellement que ça, il me semble d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené au transhumanisme? En fait, j'ai toujours, comme créatrice, comme artiste, eu à cœur d'aborder des sujets de société urgents, disons, importants. J'ai longtemps voulu faire du théâtre documentaire, du documentaire, mélanger aussi la fiction avec tout ça. Puis je pense que j'ai cherché pendant plusieurs années la thématique qui me permettrait de plonger à fond dans un sujet. Puis je me rappelle, c'était en 2013, je crois, j'ai entendu parler du transhumanisme pour la première fois dans une très courte, c'était une entrevue ou un très court reportage à Radio-Canada, qui est la chaîne nationale canadienne. Puis j'avais été complètement happée par ce sujet qui avait été couvert quand même assez rapidement dans un très court format. Puis donc, je me suis mise à lire là-dessus parce que je trouvais que c'était infiniment important. Puis je m'étais dit, je crois que ce sont les questions auxquelles il faudra porter attention pendant les prochaines années, parce que je réalisais aussi que les grandes entreprises dont nous étions à l'époque et dont nous sommes encore dépendants, les GAFAM de ce monde, étaient déjà à fond intéressés par ces thématiques-là. Donc, je me disais, je crois qu'on doit y porter attention. Puis je me disais aussi à l'époque que ça semblait être une thématique très nichée, très complexe peut-être pour certaines personnes. Donc, pour moi, il y avait urgence de rendre ça digeste et accessible pour la population. Et donc, j'ai cherché longtemps comment, avec le théâtre, ça pourrait être possible de parler de ça, puis de rendre ça infiniment humain et sensible pour éviter les pièges de tirer des conclusions trop rapidement. Et donc, j'ai créé mon premier spectacle en 2017 qui s'appelait Posthumain, qui était, disons, mes premières 5 années de recherche et de découverte dans ce monde-là. Donc, je trouvais important de faire du terrain, d'aller rencontrer les gens face à face pour se faire une idée plus nuancée, disons, de toutes ces questions. Au départ, je cherchais surtout en ligne et dans des livres, puis je réalisais que c'était difficile de comprendre ce qui motivait les gens qui faisaient partie de ce mouvement. Certains disent un mouvement, une idéologie. On reviendra là-dessus. Il y a toutes sortes de façons de s'approprier la thématique ou de se sentir happé par ça. Donc, voilà. J'ai fait ma première pièce en 2017, qui a été reprise en 2019, parce que ça a été quand même un grand succès. J'ai fait un autre projet en 2021 qui abordait quand même encore cette thématique-là, mais dans un angle tout à fait différent. Puis, la vie m'a amené avec ces 2 projets-là à faire un premier film. Donc, j'ai travaillé à un long-métrage documentaire qui va sortir sous peu, qui s'appelle aussi Posthumain, avec l'Office national du film du Canada, pour lequel j'ai eu la chance de rencontrer Marc, d'ailleurs, une première fois. Marc, on a une entrevue de Marc dans le film. Donc, j'en suis à 3 projets qui portent principalement sur le transhumanisme. Puis en ce moment, je travaille sur une pièce de théâtre pour un très, très gros théâtre montréalais qui s'appelle le Théâtre Jean Duceppe. C'est 800 places, où là, on est plus focalisé sur l'intelligence artificielle, mais le transhumanisme est jamais complètement loin. Donc là, c'est mon 4e projet où je m'intéresse à comment la technologie nous transforme, en essayant toujours d'amener de la nuance, poser plus de questions que de tirer des conclusions. Mais j'avoue que je vous dirais qu'en 2025, je trouve ça de plus en plus difficile d'être nuancé puis d'être loin de la peur que toutes ces choses-là peuvent apporter. Oui, c'est vrai que et parmi toutes les
Parce que bon, le transhumanisme, c'est quand même quelque chose qui englobe énormément de disciplines et de réflexions. Donc, on a la mortalité, les augmentations et améliorations, la cyborgisation, etc. Donc, y a-t-il des aspects du transhumanisme qui t'attirent plus que d'autres? En fait, je pense que la liberté morphologique, je serais plutôt pour. Après, ce qui m'intéresse, c'est plus les questions que ça fait émerger qu'une technologie comme telle. Je vous dirais pas, par exemple, que la cryogénie, personnellement, c'est un but. C'est pas nécessairement, je suis pas nécessairement attirée par une technologie comme telle pour moi-même, mais en fait, ça, je l'ai intégré quand même dans mon premier spectacle puis dans le film. J'ai cherché longtemps comment aborder ce sujet. J'avais pas nécessairement envie de partir de moi ou de parler de moi, mais c'est devenu assez logique que, bon, moi, j'ai une maladie chronique moi-même, je suis diabétique de type 1, j'ai besoin de la technologie pour vivre. À un moment, c'est devenu un prétexte plutôt pratique dans l'histoire que j'essayais de créer, c'est-à-dire que je dépends d'outils pharmaceutiques qui sont disponibles sur le marché, qui me coûtent très cher, qui sont à mon sens désuets, puis qui ont vraiment un décalage entre mon téléphone puis mon lecteur de glycémie. Donc, je suis partie à la recherche d'alternatives. Donc, c'est devenu un prétexte, disons, scénaristique. Mais je me disais, si je trouve une solution, mieux, pourquoi pas? Mais mon constat au fil des années, c'est que ça existe une technologie qui me permettrait d'allonger radicalement ma vie. Ça s'appelle une pompe à insuline. Et pour le moment, ça ne m'est pas accessible parce que j'ai pas d'assurance qui me permette d'y accéder, parce que mon gouvernement québécois ne considère pas ça comme une priorité, parce que c'est disponible pour les 18 ans et moins. Mais moi, pour les gens de mon âge, on s'en fout. Donc, on n'est pas du tout dans la prévention. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je me suis rendue dans toutes sortes de conventions où j'ai entendu toutes sortes de belles choses, puis d'espoir et tout ça. Mais la technologie qui me permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie ne m'est pas accessible. Donc, ce qui m'intéresse dans le transhumanisme, c'est les questions que ça fait émerger, parce que quand je parle de ça, j'ai commencé en 2013 quand même à parler de ça. On est en 2025, ça fait 12 ans. Oui, il y a plus de gens qui sont familiers avec le terme. Ça surprend moins quand je raconte ce sur quoi je travaille. Mais il y a encore beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Et donc, je trouve toujours intéressant d'être à l'affût des premières réactions, comment les gens réagissent quand on leur parle de transhumanisme. Et souvent, la première chose, ça va être la question de l'accessibilité. Ce sera encore pour les riches que pour les riches. Puis bon, moi, systématiquement, je leur parle pas du futur, je leur parle du présent. Moi, dans l'immédiat, il y a des technologies qui me permettraient d'allonger ma vie. Est-ce que c'est du transhumanisme? Parce que c'est légal, c'est sur le marché, ce sont des choses qui sont... c'est l'industrie, c'est supposément disponible, mais ça ne m'est pas accessible. Donc, je ne m'insurge pas sur la peur du manque d'accessibilité future. Je la vis déjà dans le présent. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens vont souvent associer ces envies-là de l'excentrisme, de l'individualisme, mais je pense que profondément, l'être humain, quand il fait face à un problème, qu'on lui offre une solution, il va la prendre. Donc, je trouve ça très hypocrite de s'éloigner du mouvement, de dire que moi, je ne comprends pas. J'essaie toujours de ramener les gens dans une zone un peu plus grise parce que je trouve que c'est facile de juger. Après, je suis pas d'accord avec tous les éléments du transhumanisme, forcément. J'ai découvert avec le temps, en rencontrant plusieurs figures, qu'il y a des gens de qui je me sens plus proche, d'autres gens qui me font infiniment peur. Marc a une approche plus progressiste. Je m'identifie plus à Marc qu'à un Elon Musk, par exemple. Donc, c'est très large, le transhumanisme. Ce que je trouve important de faire en ce moment, en 2025, puis c'est ce que j'essaie de faire depuis 12 ans, c'est d'essayer de prendre ça au sérieux, parce que quand on traite ces gens-là d'excentriques, puis qu'on se dit ça ne me concerne pas, mais on est en train de passer à côté d'un débat qui est infiniment urgent, important. Puis bon, depuis les dernières élections américaines, en fait, jamais je n'aurais cru que le transhumanisme se rapprocherait si rapidement du pouvoir. Est-ce que je pense à la bromance, l'affiliation entre Trump et Elon Musk. Après, est-ce que Musk représente le transhumanisme dont je rêve? Non, c'est un peu mon pire cauchemar. Mais après, j'ai pas envie pour autant de mettre tout le mouvement dans le même panier puis dire ce n'est que ce transhumanisme-là qui existe. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est
cette ligne qu'on essaie de tracer entre curatif et amélioratif qui est impossible à tracer, à partir de quel moment on commence à s'augmenter, où est-ce qu'on met des limites. Donc, je suis plus intéressée par les questions infiniment riches que ça fait émerger que, comme je le nommais, la technologie comme telle. Et alors, Dominique, parce que c'est tout à fait intéressant, moi ça me plaît beaucoup de t'entendre sur ton approche personnelle, la manière dont tu réfléchis à ça et les questions que tu portes. Voilà, tant que je sache, il me semblait que tu faisais partie en effet des premières metteuses en scène qui se sont attaquées à cette question du transhumanisme. Et je me demandais si tu pouvais nous parler de la manière dont ça peut se travailler en tant que metteuse en scène. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous parler cette fois de ton approche d'un point de vue professionnel? Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour amener ces questions-là sur les planches? Ben en fait, j'ai utilisé différentes formes, c'est-à-dire l'autofiction, qui est pas l'autobiographie, mais bien l'autofiction. Donc, partir de soi, mais en se permettant de tordre un peu le réel pour que l'histoire fonctionne. Dans le premier projet, je me suis surtout inspirée de rencontres que j'avais fait à Berlin, parce que dans ma quête pour un nouveau glucomètre, j'ai fréquenté un groupe qui se disait cyborg. Donc, je suis entrée en contact avec une personne qui est devenue au fil du temps un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Enno Park. Enno a des implants cochléaires. Donc, je trouvais intéressant que lui aussi c'est quelqu'un qui se pose de belles questions et je trouve qu'on n'a pas du tout la même approche, mais on se suit depuis plusieurs années puis notre pensée évolue quand même au même rythme, je dirais. Donc, Enno était un des personnages qui m'intéressait beaucoup dans la première pièce, qui était présent. Lui a une formation de programmeur informatique et il avait envie de pouvoir ouvrir ses implants pour les comprendre, peut-être les programmer autrement. Et donc, la compagnie qui a produit son implant, il y avait un refus. C'est pas un appareil. On perd la garantie si on se met à jouer avec. Et donc, lui, il trouvait ça absurde. Il disait, je suis un programmeur, j'ai 2 ordinateurs liés à mon cerveau, puis j'ai pas la possibilité de les ouvrir, puis peut-être tenter de les pousser plus loin. Je pourrais entendre les ultrasons. Il ouvrait justement cette porte où on se dit, c'est du curatif, mais il se posait des questions aussi sur la capacité d'être propriétaire de son ouïe. C'était une des premières. Donc, c'est un des premiers personnages qui était dans ma première pièce. Je rencontrais beaucoup de gens, en fait. C'est qu'on partait d'un lecteur de glycémie à la cryogénie. Puis donc, les spectateurs nous suivaient là-dedans. J'ai aussi invité mon partenaire de vie, Denis, qui est journaliste, qui est allemand, sur scène. Donc, il faisait partie de l'aspect un peu plus autofictionnel de l'histoire. Donc, avec lui, on essayait de mesurer jusqu'où on est prêt à aller dans cette idée d'augmentation. Parce que pour moi, c'est dans l'intime, c'est dans la famille, c'est dans le couple, c'est dans l'amitié aussi qu'on jauge jusqu'où l'autre, quelles sont ses limites. Donc, Denis, qui est un non-acteur, s'est retrouvé en scène à jouer cette histoire-là avec moi. Il y avait aussi une programmeuse qui générait des vidéos en temps réel, qui interagissait avec notre corps. Le public entrait dans un espace d'exposition dans lequel il était confronté à toutes sortes d'informations, qui était aussi l'endroit de tout ce que j'ai pas pu mettre dans la pièce. Et donc, il pouvait librement déambuler, puis être en contact avec des textes comme des textes de technophobes, on peut dire, comme le manifeste des chimpanzés du futur, ou des textes beaucoup plus optimistes. Ils avaient accès à toutes sortes de prises de position par rapport au sujet qui allait être exploité en scène. On leur permettait aussi de répondre à des questions sur des post-it. Donc, quelle partie de votre corps aimeriez-vous améliorer? Donc, des choses infiniment personnelles. Puis dans le spectacle, quand on arrivait à un moment où peut-être les gens allaient se dire « Ah non, ça c'est trop pour moi », ben on se servait des réponses que spontanément les gens avaient nommées. Jusqu'à quel âge voudriez-vous vivre? Quel sens auriez-vous envie d'augmenter? Quel a été votre plus grand deuil, par exemple? Donc, dans la dramaturgie, on glissait des moments où on retournait vers les réponses des spectateurs. Donc, c'était un mélange d'extraits d'entrevues, d'histoires personnelles, de cette histoire-là de Denis et moi qui visitons pendant 5 années nos limites, puis aussi une relation constante avec les spectateurs. Il y avait même un moment où on leur demandait la question apparaissait à l'écran, « Êtes-vous cyborg? » Là, à ce moment-là, les gens disaient « Non, pas du tout. » Puis donc, on faisait un simple test où on demandait aux gens
d'entrer leur code dans leur téléphone puis d'échanger leur téléphone avec quelqu'un qu'ils connaissaient pas dans le public. On faisait semblant que on poursuivait le spectacle puis qu'il était pris avec le téléphone de quelqu'un d'autre juste pour qu'il ressente la peur que cet objet-là qui est pas un objet, qui est une prolongation de notre être, se retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, on posait beaucoup de questions au public, on s'amusait beaucoup avec leur perception. La pièce a été vraiment créée avec un lien constant. Il n'y avait pas de quatrième mur, on était constamment en relation avec eux. Donc ça, c'était pour la première pièce. Ensuite, la deuxième, dans laquelle il y avait une apparition de Marc d'ailleurs, parce que j'avais utilisé un des extraits de notre entrevue. Marc lançait le spectacle en parlant de la science-fiction, qui nous a toujours amenés sur des terrains très dystopiques et qu'il fallait imaginer d'autres futurs. Donc ça lançait le deuxième projet qui s'appelait I.O. pour Input et Output. Donc c'est une pièce que j'appelais plus de la science-friction. C'est-à-dire que qui était pas Post-Humain était construite vraiment là avec des petites marches. On tenait le spectateur par la main puis on allait, comme je disais, d'un objet médical connu à la cryogénie, puis on explorait tout cet univers-là. I.O., c'était une forme complètement différente. En fait, c'est que j'avais cumulé plusieurs entrevues, justement, pour le film sur lequel je travaillais. Le film devait sortir avant la pièce, mais la pandémie a tout saccagé. Donc, je me suis retrouvée avec des tournages en développement, avec lesquels on n'avait clairement pas terminé de tourner, et je devais créer la pièce. Et au même moment, pendant la pandémie, mon père, qui était paraplégique, a manqué de soins de base. C'est-à-dire qu'il avait une plaie de lit et la situation s'est envenimée au point de se retrouver hospitalisé pendant 89 jours. Et donc, une infirmière aurait pu sauver la situation, mais donc, on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de dollars en opération et tout ça. Puis au final, mon père est décédé suite à ce truc-là. Et donc, pendant que je vivais cette histoire d'un simple ouvrier, mon père était soudeur, c'est pas quelqu'un qui avait des moyens extraordinaires, mais bon, on est quand même dans un système de santé qui est supposé prendre soin de nous. ça change rapidement, je vous dirais, mais bon, de base, mais on n'a jamais demandé à mon père son envie, est-ce qu'il avait envie de poursuivre cette vie-là ou il n'y avait pas de qualité de vie. Donc, la médecine traditionnelle a performé sur lui un allongement radical de sa vie, alors que c'était pas nécessairement son souhait. Et donc, I.O., c'était une performance où j'étais seule en scène à parler. J'étais accompagnée par un vidéaste, puis mon partenaire de compagnie qui est scénographe. Et on créait en direct une archive pour les humains de demain. Donc, je m'adressais aux gens du futur. C'était comme une façon d'archiver le présent. Puis je racontais cette histoire-là, ce récit-là de mon père, et c'était entremêlé d'entrevues que j'avais faites avec des transhumanistes. Et donc, cette envie de gens qui veulent justement atteindre une forme d'immortalité venait se fracasser, souvent se frictionner avec l'histoire de mon père. Et tout ça, ces trois trames, donc l'archive, l'histoire de mon père et les entrevues, venaient souvent se marier, venaient se frictionner. Donc, on jouait beaucoup avec ces trois trames-là. Puis le spectateur faisait son chemin à travers tout ça. C'était aussi un récit très personnel parce qu'inspiré de ce qui se passait. C'était pas mon plan du tout de faire une pièce là-dessus, mais la vie s'est présentée comme ça. J'ai été attentive à ce qui se passait, à ce que j'avais entendu, à comment ça résonnait avec le présent. Donc, c'était vraiment des allers-retours entre le présent, des visions du futur et l'archivage de tout ça. Puis dans le film, ben c'est une espèce de format où c'est pas du tout les deux pièces, mais il y a une partie, on part encore de ma quête à travers toutes ces découvertes. Puis bon, il y a le récit de mon père qui vient se glisser à travers tout ça. Il y a plusieurs entrevues que j'ai faites avec des gens du mouvement, autant progressistes que beaucoup plus à droite. Donc, je pense que ça dresse un bon portrait du mouvement. Malheureusement, j'ai pas pu... C'était cruel, en fait, de faire 1h30 avec... Ça faisait 10 ans que je cumulais du matériel. Ça a été 1 an de montage. Ça a été l'horreur. En fait, j'aurais pu faire 4 fois 5 heures, je pense. Tellement, on est allé tourner au Japon, il y a presque rien de tout ça qui est resté. C'est dommage parce que c'est très foisonnant comme thème, puis il y a toutes sortes de ramifications. C'est pas un film parfait, mais je suis très contente de
tout ce qu'on est arrivé à couvrir quand même en 1h30. Parce que je trouve important de parler du transhumanisme dans des formats, c'est ce qu'on fait en ce moment aussi, c'est un format beaucoup plus long. Et souvent, quand ça m'est arrivé parfois d'aller à la télé ou d'aller à la radio, puis d'avoir 7 minutes, puis à chaque fois, je ressors de là le cœur en miettes parce que je me dis, on dirait que je viens de détruire tout le travail de nuance que j'essaie de faire. Parce que les formats sont trop courts. On peut pas, en 7 minutes, parler de ça, puis aller au fond des choses, être nuancé, puis donner envie aux gens d'aller vraiment fouiller tout ça. Oui, bien sûr. Du coup, tu as mentionné que tu avais fait un tour un peu du monde de la nébuleuse transhumaniste pour rencontrer des gens qui font partie du mouvement. Je serais curieux de savoir avec qui tu as discuté, peut-être pas faire la liste complète, mais d'avoir quelques Ouais. noms et d'une manière générale, qu'est-ce que tu as retiré de ces rencontres? Est-ce que tu parles de nuances sur les différentes perspectives transhumanisme dans le spectre très progressiste ou très libéral, voire les ultra-libéraux de la Californie, etc. Je suis allée à l'Université de la Singularité. J'ai rencontré Rob Neal, qui n'est plus directeur, mais qui l'était à l'époque. Tiffany Vora, qui est plus en biologie, qui est plus sur l'aspect, disons, médical de l'université. Je suis allée au Radfest à Vegas. C'était peut-être un petit peu moins mon genre, mais c'était très intéressant, en fait. J'ai revu des personnes aussi que j'avais déjà vues. Natasha Vitamore était là. J'avais déjà fait une entrevue avec Natasha, d'ailleurs, à Madrid, parce que j'ai rencontré Marc à Transvision Madrid en 2018, si je me trompe pas. Le Radfest en 2019. Ensuite, j'ai suivi un groupe qui était beaucoup plus politique en Allemagne. On est allé à Hannover. Il était en pleine campagne électorale. À l'époque, ça s'appelait le Gesundheitsforschung. Oui. Je pense qu'il n'existe plus. Mais ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que, ce sont des adeptes de Aubrey de Grey, mais ils faisaient tout pour cacher le mot transhumaniste. Ça, je trouve ça aussi intéressant, parce que je sais que c'est un mot qui peut faire peur. Si on a des visées politiques, c'est beaucoup plus facile de parler du futur de la santé. En gros, c'est ce que ça veut dire, là, Gesundheitsforschung. Donc, eux non plus, malheureusement, sont pas dans le film, mais c'est vraiment une rencontre que j'ai aimée. J'ai trouvé qu'ils étaient très, très pertinents, je me disais pourquoi pas. Je comprenais très bien ce qu'ils avaient en tête, c'est de mettre de l'avant les sciences en politique. Ensuite, j'ai rencontré Zoltan Isvan chez lui. Comme je vous disais, je suis allée au Japon parce que la relation à la robotique est tout à fait différente de la nôtre. Il y a aussi des gens qui font de l'allongement radical de la vie, mais de façon beaucoup plus naturelle, qui font du biohacking, avec des technologies très analogiques. Où est-ce que je suis allée? Je suis allée à tellement d'endroits. J'ai rencontré James Hughes aussi, chez lui, dans le Connecticut. George Church, je l'ai rencontré en ligne. D'accord. Pas dans le film non plus, parce que là, tout l'aspect génétique, ça serait un film en soi, en fait. Qu'est-ce que tu as gardé de ces différentes rencontres? Parce que ce sont des personnalités bien différentes les unes des autres. Complètement. Leur centre d'intérêt respectif, éventuellement leur orientation politique, que sais-je. Est-ce qu'il y a certaines de ces personnalités qui t'ont marqué plus que d'autres ou qui t'ont amené à réfléchir, à voir certaines des questions sur lesquelles tu avais commencé à travailler différemment, par exemple? J'ai aussi rencontré David Wood, Lise Parrish, Anders Sandberg. Dans ces conventions-là, j'ai parlé à beaucoup de gens, là, Bill Falloon. Disons que l'aspect très, très commercial, c'est moins mon approche. Pour être tout à fait honnête, je pense que ce que j'aime du transhumanisme, c'est qu'il y a une forme de liberté. Il y a une communauté qui se pose des questions qu'on doit se poser. J'étais peut-être un petit peu plus sensible au discours, par exemple, de Mark ou de James Hughes, qui ont l'air d'être quand même plus, disons, soucieux du bien-être commun que simplement. Donc, disons que les personnes qui touchent l'aspect politique d'un point de vue en se souciant du bien-être du plus grand nombre, ça me parle plus. L'aspect du transhumanisme sur lequel j'accroche peut-être moins, c'est quand on place l'être humain au centre et que l'être humain. J'aurais une approche plus post-humaniste en ce sens, c'est-à-dire que je ne suis pas très anthropocentrique dans mon approche du monde. J'aime quand on inclut l'ensemble du vivant.
Moi, je suis très pro augmentation si on prend en compte l'impact global que ça peut avoir. Donc, ceux qui vont avoir, disons, une approche un peu plus environnementale ou justement progressiste, ça a tendance à plus me toucher. C'est pour ça qu'un personnage comme Elon Musk, c'est pas du tout le monde que je souhaite. Puis j'ai rencontré des philosophes post-humanistes que j'aime beaucoup, puis que je trouvais pas du tout fermés aux idées transhumanistes, mais qui m'apportaient aussi une forme d'oxygène dans l'ouverture que ça peut avoir justement sur l'ensemble du vivant, les autres espèces. Ça me touche beaucoup plus. Ce que j'aime, je trouve important que politiquement, on aborde ces questions-là. Dans le film, c'est aussi très présent, c'est-à-dire que je crée un parti cyborg parce que il y a personne, il y a personne ici, aucun candidat politique, que ce soit au provincial ou au fédéral, qui parle de numérique, qui parle de notre rapport au numérique. Je ne comprends pas. On est complètement toujours en ligne, ça modifie nos vies. Les entreprises, les monopoles technologiques ont, à mon sens, plus de pouvoir que les gouvernements et on ne parle jamais de ça. Moi, c'est ce qui me tarabuste. Je ne comprends pas que politiquement, ce soit pas central. Et je pense que c'est un peu ça mon combat. En fait, je sais pas si je suis... Je ne sais plus comment m'appeler. Est-ce que je suis une lanceuse d'alerte? Est-ce que je suis une créatrice qui essaie à tout prix d'amener toujours l'attention là-dessus? Je travaille très fort à ce que les citoyens, les citoyennes, les utilisateurs de toutes ces plateformes, on essaie de faire qu'on atteigne un minimum de littératie numérique pour faire des choix éclairés. Après, quand les gens décident, moi c'est ça mon approche, moi c'est ça qui me plaît davantage. Quand les gens sont conscients des choix qu'ils font, après j'ai peu de choses à dire. Mais ce qui m'offusque, c'est que tous les jours, on encourage des plateformes, on clique sur des liens, on nourrit une machine qu'on ne comprend pas. Puis bon, dans le cadre d'une performance pour la première pièce, justement, je me suis fait implanter une puce RFID qui, mon Dieu, scandalise tellement de gens. Ma puce, je sais d'où elle vient, je sais ce qu'elle fait. Non, elle ne me géolocalise pas. Contrairement à ce que tant de gens ont pensé là avec les vaccins et tout ça. Mon téléphone me fait beaucoup plus peur que ma puce parce que je comprends pas quels sont les systèmes qui sont déployés derrière. C'est difficile, il n'y a pas de transparence. Donc, ce qui offusque les gens, c'est que j'ai un corps étranger en moi. Je suis pas offusquée par les mêmes choses, disons. Ma puce, bon, j'ai eu à passer un IRM récemment, ça a été toute une aventure. Parce que si j'avais été en Suède, probablement que ça aurait été plus simple. Mais ça aurait été un sketch formidable. J'aurais voulu filmer tout ça. Demander au personnel médical qu'est-ce qu'on fait. Ils ont jamais entendu parler de ça. Bon, la compagnie qui m'a vendu la puce me disait, bon, c'est pour se baquer, disait, ça va être, il y a un risque quand même. Je savais pas si je devais la retirer complètement. Donc, j'ai pris le risque. J'avais peur que ça me fasse mal, que ça explose. Mais finalement, il est absolument rien arrivé. Puis j'avais peur qu'elle brise aussi, puis je me disais ça va être triste parce que je vais avoir comme un truc qui fonctionne plus. Elle fonctionne toujours. Donc ça a été une petite expérience cocasse. Mais en fait dans ma puce, juste par curiosité, cette puce RFID, qu'est-ce qu'elle fait dans le quotidien quoi? C'est une carte d'identité, En fait, on a mis, je vais vous le montrer. Je l'ai fait dans le cadre d'une performance à Montréal qui était parce que en Europe, à Berlin, j'avais vu énormément de conventions où les gens se faisaient faire des implants. Puis à chaque fois, je me disais, ah non, je pense que j'ai pas besoin de ça. Je vois pas pourquoi. Je comprenais pas trop l'intérêt, en fait. J'avais pas envie d'ouvrir des lumières ou des portes avec ça. Et je me suis dit, c'est quand même une des premières technologies qui entre dans le corps sans visée curative. Donc, je trouve que c'est important d'en parler maintenant. Et donc, on avait une performance qui se déroulait sur 2 soirs. Le premier soir, c'était mon implant. Le deuxième soir, c'était mon mari. Et dedans, on a inséré, j'essaie de faire le test. Dedans, on a inséré nos certificats de mariage allemand et canadien. Juste on l'a traité un peu comme un mariage numérique, comme si on essayait de donner une touche, disons, poétique à quelque chose qui peut être infiniment rebutant pour la majorité des gens. Voilà. Ça ouvre. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est juste notre certificat de mariage puis une photo
Puis voilà. Donc, c'est resté un symbole. Ce qui a été dommage, c'est que pour moi, c'était une journée. C'était pour la première pièce, en fait. Pour moi, l'implant de la puce, c'est une journée dans 5 années de découverte puis de discussion. Puis évidemment, les médias ont probablement beaucoup trop focalisé là-dessus. Parce que, évidemment, c'est plus vendeur. On dit, elle se fait implanter. Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que il me semble que j'apportais beaucoup plus de matière. Justement, dans un format court, c'était plus sexy. Voilà. C'était vraiment, on l'a fait comme une performance. Il y avait pas que l'implant, il y avait tout un préambule. En fait, c'était vraiment pour tester des éléments de la pièce aussi. J'avais invité un philosophe que j'aime beaucoup, Pierre Bertrand, qui avait lu ses textes magnifiques. On avait testé l'espace d'exposition qui était dans la pièce Post-Humain. Donc, c'était comme un banc d'essai aussi pour voir où on s'en allait. Puis un geste qui pour moi était symbolique, qui est une façon aussi de faire un pas dans cet univers-là des augmentations sans peur, parce que, comme je le mentionnais, je sais d'où ça vient, on ne me l'impose pas. Si on m'avait imposé une puce, ça aurait été tout à fait autre chose. Mais c'est un choix délibéré qu'on a fait, mon mari et moi. Puis je me disais, pourquoi pas? Après, ça a été super pratique dans les entrevues que j'ai pu faire avec différentes personnes. Ah, si j'ai une puce! Ça a établi un lien de confiance avec certaines personnes qui pouvaient se demander, mais c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Je pense à Zoltan, Liz aussi. Donc, on se retrouvait avec notre petit truc en commun. Dominique, j'aimerais bien qu'on essaie à nouveau de revenir sur les aspects qui touchent davantage au théâtre proprement dit. Tout à l'heure, je t'ai demandé un petit peu quelle avait été ton approche en tant que dramaturge. J'aimerais petit à petit essayer de venir à ce que ça peut donner presque du point de vue des spectateurs. Alors, tu nous as donné plusieurs éclairages sur la manière dont vous avez travaillé avec les spectateurs. Ma première question à ce sujet, c'est est-ce que vous êtes venu à ces pratiques, interaction, progressivité, tu nous as donné plusieurs éléments, parce que il y avait une spécificité propre au questionnement transhumaniste, ou comment est-ce que vous êtes venu? Ou c'était simplement des idées comme ça qui se sont accumulées? Donc, je veux dire quoi? Est-ce que ça a quelque chose de particulier d'essayer de parler du transhumanisme sous forme théâtrale? Est-ce qu'il y a un mode spécifique du théâtre, quoi, pour poser ces questions-là? Ou bien est-ce que finalement c'est des trucs de théâtre que vous auriez pu aussi bien utiliser pour parler d'autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas certaine que je comprends bien. Est-ce que le questionnement transhumaniste vous a amené à faire du théâtre d'une manière, je sais pas, différente, particulière, ou pas? La réponse peut être non. Je pense forcément que comme on touche l'éthique, il y a tout un travail qui était fait, comme je le nommais au départ, de comment on fait pour perdre personne. Entre autres, une des plus grandes fiertés que j'ai avec mes projets, c'est que on a eu des adolescents dans la salle, on a eu des adultes, on a eu des personnes âgées, surtout post-humains, l'âge, la variété des âges et aussi dans des néophytes complets des technologies, puis des gens qui travaillent en tech. On a vraiment réussi à ratisser super large. Pourquoi on a réussi à faire ça? Je pense que c'est parce qu'on a vraiment créé un parcours cognitif du spectateur. On a essayé de brouiller les pistes, en fait, de leur certitude, justement pour toujours les ramener dans une zone grise. Puis souvent, on a eu beaucoup de gens aussi qui pensaient à prime abord détester le sujet parce que on lit là-dessus, moi la science-fiction, ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas des thématiques que j'aime. Puis on a réussi vraiment et je dis pas qu'il y a personne qui a pas aimé ça, mais globalement, même les gens qui pensaient que ça ne les intéressait pas ont trouvé matière à réflexion puis matière aussi à discussion. Je sais que le spectacle, il y a personne qui est sorti de la salle s'il était accompagné ou elle était accompagnée qui a pas eu de discussion enflammée, en fait. Que ce soit parce que ça les a dérangés, que ce soit parce que ça les a ouverts sur quelque chose qu'ils avaient jamais envisagé avant. En fait, beaucoup de gens faisaient ça comme ça. Vous m'avez ouvert une partie de l'esprit, vous m'avez ouvert sur un monde que je soupçonnais pas. Même chose pour le film. Notre relationniste de presse a dit ça. Moi, je voulais rien savoir. Ça me tentait pas un film là-dessus. Puis finalement, je suis fascinée. J'ai adoré ça. Donc, je pense que même les gens qui ont l'impression qu'ils trouveront pas leur compte ou que c'est un truc trop geek ou
je suis pas geek, moi. Je suis juste, je suis juste intéressée par les questions que ça fait émerger, mais je peux pas dire que je maîtrise si bien les technologies. Je pars d'un point de vue de quelqu'un qui veut comprendre, mais qui a pas nécessairement toujours tous les outils. Après, ça peut être un truc un peu frustrant, parce que là, comme je le nommais, là, c'est ma 3e pièce de théâtre que je vais faire là-dessus. J'ai envie d'avancer, mais il faut quand même que je revienne, que je prenne pour acquis que personne n'a vu les projets précédents. Donc, c'est pas comme une série, hein. Je sais pas qui va être dans la salle. Puis là, cette fois-ci, on est dans une salle de 800 places. Tout le monde n'a pas vu mon travail. Donc, je dois repartir de zéro. Puis le défi, c'est que j'ai pas envie de faire une pièce didactique. J'ai pas envie de faire une conférence, mais en même temps, je veux laisser personne derrière. Donc, c'est toujours ça, les questions. Comment trouver la bonne histoire qui fait en sorte que, même si les gens sont déjà au courant, on les emmerde pas. S'ils ne le sont pas, on les perd pas. Donc, c'est toujours parce que notre mandat de compagnie, Posthumain, c'est le nom de ma compagnie, c'est de rendre ça accessible parce que ce sont des questions urgentes, puis on veut que les gens s'y intéressent. Donc, si on fait quelque chose de trop niché, puis qu'on perd tout le monde, on passe à côté complètement de notre raison d'être. Puis, je suis quand même surprise parce que, pour vous donner un exemple, en 2017, il y a un théâtre qui m'a dit « On voudrait reprendre la pièce en 2019 ». Je me disais « Mais non, ça va être trop tard ». On a filmé des trucs, justement, avec mon ami Enno Park. On a filmé des trucs en 2015. Ça va être désuet. Puis bon, on est en 2025, mais juste avant Noël, je suis encore allée dans un groupe d'université qui avait lu ma pièce puis qui trouvait ça super actuel. Ça aussi, c'est hyper difficile parce que le théâtre, c'est un art qui prend du temps. Puis la technologie va très vite. Donc, il y a toujours cette frayeur qu'au moment de la première, ce soit complètement dépassé. Et là, je vous dirais qu'avec un show sur l'IA, c'est pire. Parce que quand j'ai accepté, c'est l'Université de Montréal qui nous a fait cette commande, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement qui a créé la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'IA en 2018. Ils ont consulté différents citoyens et citoyennes. J'y avais participé parce que ça m'intéressait. Ils ont essayé de créer une espèce de charte pour guider le développement de l'IA. J'étais allée au lancement, je m'étais dit « Wow, tu sais, c'est une belle idée, mais qui va écouter ça? » Mais quand même, c'est bien que ça existe. Et donc, quand ils nous ont approchés en 2022, je me disais « Ben oui, c'est tout à fait en phase avec notre mandat de compagnie que d'essayer de démystifier l'IA pour le grand public. » Sauf que c'était avant que ChatGPT explose au grand jour et avant que Yoshua Bengio, qui est professeur à l'Université de Montréal, se mette à paniquer. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ouf, c'est quoi maintenant mon mandat? Et là, depuis 2022, je vois les choses débouler à une vitesse faramineuse. Puis je me demande toujours, mais qu'est-ce qui va être encore pertinent? Puis là, le spectacle, la première, c'est le 26 février 2025, donc quelques semaines. Justement, quand il y a eu l'élection américaine, je me dis, oh mon Dieu, c'est très difficile d'être à jour dans un médium qui prend autant de temps, alors que le sujet demande une urgence. Puis bon, la façon d'approcher tout ça, je pense, c'est d'essayer de se concentrer sur des questions qui bougeront pas trop, pas nécessairement sur une technologie comme telle ou une avancée comme telle, mais sur les questions, sur ce que ça fait émerger dans notre vie de tous les jours. Par exemple, j'avais l'intuition que je pourrais pas attaquer de front à la démocratie parce que avec les élections américaines, ça viendrait tout chambouler. Puis effectivement, je me suis pas trompée. Donc, il y a un petit peu, on s'intéresse un peu à l'impact sur la démocratie, mais pas tant que ça. Donc, c'est plus je m'intéresse plus à comment ça modifie nos relations. Puis ça, ben, je pense que ça risque d'être encore pertinent dans quelques semaines, mais c'est super difficile. Je m'intéressais aussi au monde de l'éducation. Je me disais, est-ce que le monde de l'éducation va trouver des façons de gérer tout ça? Parce qu'en ce moment, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Les professeurs décident par eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Je laisse ChatGPT rentrer dans ma classe. Non, on retourne 100% papier. Puis finalement, ils n'ont pas encore trop trouvé de solution. C'est encore le chaos. Donc, c'est correct. Mais à chaque fois, c'est comment ça va résonner dans 6 mois? Comment ça va résonner dans 2 mois?
Donc, je trouve ça très dur de se projeter dans des projets, même avec le film. Il va sortir dans pas très longtemps, puis je sais pas, est-ce que ça va être encore... Combien de temps ce sera pertinent? À quel moment ça devient le Polaroid d'une époque qui est révolue? C'est très, très difficile à évaluer. Oui, c'est vrai que l'IA en particulier, c'est incroyable, les progrès rapides, quoi. On se dirige vraiment vers la singularité à toute allure. Et quelque chose aussi que j'aimerais savoir, c'est par rapport au cinéma, du coup, le théâtre, comment le transhumanisme est représenté par la plupart des films et même des romans. Enfin, la fiction en général tend vers la dystopie parce que forcément, dépeindre un futur dystopique plein de conflits, c'est plus intéressant. Ça amène à le storytelling plus facilement, quoi, que dépeindre des futurs positifs. Et je me demandais si il faut aussi être dystopique pour parler du transhumanisme au théâtre, ou est-ce que le théâtre offre des approches qui permettent d'explorer le transhumanisme à travers un angle qui ne serait pas nécessairement dystopique. Je sais que toi, tu as l'air d'être plus sur se poser des questions plutôt qu'apporter des réponses. Ça, par exemple, c'est une approche intéressante. Mais pour l'IA, comme je vous disais, là, je trouve ça plus difficile que quand je n'étais que centrée sur le transhumanisme. Ben, il y avait toujours l'IA en filigrane. Mais je trouvais ça plus facile parce que c'était vraiment lié à des élans très sensibles et très humains. Puis par exemple, pour IO, à un moment, je me disais, il faudrait que les entrevues soient qu'en audio. J'avais envie de travailler qu'avec le son. Puis à un moment, c'est devenu clair. Mon équipe me disait, Dominique, il faut les voir. C'est quand on les voit qu'on comprend ce qui se passe dans l'œil. Ça ne fonctionnait pas pour le transhumanisme de travailler qu'avec le son dans ce type de projet-là. Dans le projet actuel sur l'IA, là, je travaille avec le son. Sauf pour une entrevue que j'ai fait avec Yoshua Bengio. Je trouvais ça important de le voir. Mais le reste, quand il y a des matériaux plus documentaires, on entend les gens. Je pense que là, j'ai perdu le fil sur ce que tu disais. Oui, non, mais c'est intéressant. Puis, je parlais aussi du fait qu'au cinéma, bon, c'est vrai qu'on est plus sur la dystopie. Mais le théâtre a l'air d'être plus libre sur la forme que une histoire peut prendre. J'ai invité pour le projet sur l'IA une prospectiviste qui est beaucoup plus optimiste que moi. Donc, je me suis donné ce devoir parce que je sentais que ma perception... En fait, pour moi, si notre premier contact avec l'IA, c'est les réseaux sociaux, si c'est ça notre fondation, en ce moment, ça se passe pas bien. Ça va pas du tout dans la direction que j'aurais souhaité qu'on aille. Catherine Mathis, qui est chroniqueuse techno, qui fait de la prospective, nous accompagne dans le spectacle, justement pour cette raison-là, qui est d'apporter un autre point de vue, puis d'essayer de se projeter autrement dans un horizon de 10 ans, en évitant le plus possible la dystopie. Donc, on essaie effectivement de créer un moment dans le spectacle où on s'intéresse à ces futurs-là qui seraient pas nécessairement ceux que le cerveau humain a l'habitude de fabriquer d'emblée. Donc, même si moi, je deviens de plus en plus techno-anxieuse, parce que c'est triste à dire, mais c'est ce que ça fait au bout de 12 ans, les espoirs que j'avais au départ, et même pour mon mari, qui est journaliste, qui, lui, travaille beaucoup, c'est un journaliste musical à la base, mais qui s'intéresse, on s'est contaminés un peu tous les deux. Je suis pas nécessairement devenue journaliste, mais bon, disons que nos pratiques s'influencent l'une l'autre. Lui est très focalisé sur l'IA et la musique, comment ça modifie son champ d'intérêt. Denis était vraiment très, très optimiste au départ quand on s'est rencontrés dans la première pièce. Puis plus le temps avance, son niveau d'espoir, disons que les choses tournent bien, réduit, malheureusement. C'est pas parce qu'on a envie, c'est juste qu'on constate qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais la seule chose qui me donne de l'espoir, c'est ce qui m'encourage à poursuivre les projets, c'est si les gens ont un accès à ces réflexions-là qui les concernent, que pour l'instant, on est préoccupé par plein d'autres choses. Si on a un minimum de littératie numérique ou une idée des questions ou qui retourne à la maison en parlant dans un souper ou en parle à des collègues, ben déjà, j'ai fait mon travail. Moi, ce qui me terrorise, justement, c'est le fait que le politique parle pas de ces choses-là, mais mon entourage n'en parle pas. Donc, le plus on va se donner des outils pour y réfléchir puis d'essayer de trouver une forme d'agentivité, une forme de consentement ou de faire des choix éclairés, ben là, je me sens mieux, en fait.
Fait que c'est un peu ma seule prise. C'est pour ça que j'essaie d'aller vers les gens, de proposer des projets dans cet ordre-là. C'est qu'il faut absolument qu'on soit moins dépendant sans se poser de questions puis dire oui à tout. Tranquillement, pas vite, peut-être essayer d'encourager justement les plateformes qui essaient de faire les choses autrement, les organisations qui essaient de rêver à un numérique plus lumineux peut-être. Parce qu'on n'y arrivera pas si d'emblée, on comprend pas qu'il y a un problème puis un pouvoir complètement démesuré, mais on peut pas donner la chance ou voter autrement pour des organisations qui essaient de faire en sorte que on puisse avoir une petite prise sur les choses. Dominique, on est bien rentré dans le sujet très actuel, évidemment, de toutes les transformations. Mais on en a parlé davantage, je dirais, en termes presque d'anthropologie, justement, de la manière dont ça nous modifie au niveau individuel et social. Mais à nouveau, j'aimerais que tu nous dises, est-ce que c'est en même temps que tout ça, est-ce que c'est aussi un outil qu'il, par exemple, t'arrive à toi d'utiliser dans le cadre de la création dramaturgique? Est-ce que tu utilises ces outils, par exemple, pour étoffer la créativité? Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Est-ce que on peut faire écrire une pièce entière, je sais pas moi, par une intelligence artificielle? Est-ce que c'est des questions que tu as été amené à te poser? Parce qu'aujourd'hui, on fait écrire des poèmes par l'intelligence artificielle. Il y a déjà eu des espèces de concours où on a piégé des gens en faisant lire sans qu'ils sachent quels étaient les auteurs des grands noms par exemple, de la poésie, et puis des poèmes écrits par des IA, et il s'est avéré que les textes par les IA avaient été considérés comme des textes, enfin, ils avaient passé le test de Turing, quoi, ils les ont repérés comme des textes écrits par des humains, et qu'ils ont même mieux noté que des textes qui provenaient de Shakespeare ou de Baudelaire, ou je sais pas où. Alors, du point de vue de la dramaturgie, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut se servir de l'IA, ou est-ce qu'on ne peut que se battre contre l'IA? Je pense tout à fait qu'on peut s'en servir. Dans notre première production, on avait de la vidéo générative, on travaillait vraiment avec la Kinect qui captait nos corps et tout ça. Puis je m'étais posé la question parce que je me disais, c'est sexy, c'est une nouvelle technologie, mais je pense que ça va rapidement devenir désuet. Et 2 ans après qu'on a tourné le spectacle pendant un certain temps, on l'a même joué à Berlin, à la Charbonneau. Puis vers la fin, je me disais, ouais, ça commence à être un petit peu désuet. Donc, ça passe vite. Ça passe super vite. Ça peut être sexy, mais c'est pas durable, je trouve. Puis en fait, je trouve ça important si on intègre une technologie dans un projet qu'elle fasse intrinsèquement partie de la dramaturgie. Sinon, c'est du gadget qui vient juste... Il faut vraiment que ça soit nécessaire. Dans I.O., évidemment, on utilisait la vidéo. C'est une technologie qui est pas du tout nouvelle. Le input-output était très présent, c'est-à-dire toute l'information était rejetée par l'écran. Bon. Mais c'était très analogique parce que dans l'archive qu'on créait pour les humains de demain, il y avait beaucoup d'artefacts de l'époque dans laquelle j'ai grandi. Ça venait aussi en opposition avec les propos. Donc, j'aime bien superposer les époques, en fait. L'aspect plus futuriste vient souvent des discours des gens. C'est des histoires, c'est leurs rêves, c'est ce qu'ils nous racontent. Donc, pour le deuxième projet, il y avait pas tant de nouvelles technologies non plus. C'est souvent plus, pour moi, le propos que le moyen ou le véhicule. Puis pour la pièce actuelle, évidemment, on s'est posé la question éthiquement, est-ce que on fait une pièce avec de l'IA? Bien sûr. J'ai fait des tests énormément. Il y a rien qui m'est apparu très satisfaisant. Du tout, en fait. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai essayé toutes sortes de trucs. J'avais pas nécessairement non plus très envie d'utiliser l'IA, mais je trouvais ça plus intéressant de faire une concertation entre humains pour réfléchir à ça sans elle. À un moment, notre vidéaste, notre conceptrice vidéo avait envie de générer des trucs avec l'IA. Elle nous a montré des trucs hallucinants. Ça a pu servir de discussion, ça a ouvert des portes, mais on l'a quand même encouragé à, le plus possible, dans un projet qui porte sur l'IA, offrir une tribune à la créativité humaine quand même. En quoi c'est un problème, par exemple, que ChatGPT, ce soit Microsoft maintenant? En quoi c'est un problème? Donc, ça, j'aime cette transparence-là, ça m'amuse beaucoup. Quand ça vient d'elle, je dis d'elle, d'ailleurs, ça, c'est un problème, dit elle. C'est pas nécessairement une femme, de cette entité, disons.
Donc, pour le moment, j'utilise pas vraiment j'ai fait semblant dans une installation d'utiliser un procédé très, très technologique qui lisait les pensées des gens pour tester jusqu'où ils étaient prêts à aller dans cette barrière-là, mais c'était pas réel. Donc, ils ont cru que j'arrivais à capter leurs pensées. Donc, moi, ça me permettait de mesurer leur niveau d'aisance par rapport à l'intrusion dans leur tête. Mais c'était du bluff, en fait. Donc, pour le moment, le cœur de mes projets, c'est la technologie, mais les moyens d'explorer la thématique, c'est souvent très analogique. Je trouve ça plus intéressant, en fait. Et donc, le documentaire que tu parles, que tu as réalisé, qu'est-ce qui t'a motivé et c'est quoi l'objectif que tu cherches à obtenir à travers ce documentaire? Et aussi, juste qu'on sache, c'est que il sera disponible. Tu as mentionné qu'il va sortir bientôt. Est-ce qu'il sera sur une chaîne de télé au Canada en particulier? Est-ce qu'il sera peut-être exporté à l'international? Je sais pas si tu le sais déjà. Ben, je l'espère. On commence à le proposer dans des festivals, dans différents endroits. J'espère que la réponse sera bonne. À un moment, quand on aura eu toutes nos réponses par rapport à ça, il va forcément atterrir sur la plateforme de l'Office national du film du Canada parce que c'est le producteur. Les films sont toujours disponibles. Donc, à un moment, quand on aura fait le tour des présentations et des destinations auxquelles on aura pu aller, il sera disponible en ligne. Mais ça, je connais pas le moment exact parce que normalement, ce serait la dernière étape. L'objectif du film, en fait, le théâtre, c'est très niché, c'est-à-dire on n'arrive pas à rejoindre tout le monde. J'ai fait beaucoup de tournées, en fait. On a réussi. Je suis une artiste basée principalement à Montréal, mais on a fait beaucoup de tournées au Québec. On est allé dans toutes sortes de villes, donc j'aime beaucoup qu'on puisse sortir des grands centres pour aborder ces sujets-là. Mais même si on sort des grands centres, c'est pas tout le monde qui va au théâtre. Pour le scolaire, ça a pu être très, très, très pratique aussi d'être en discussion avec des jeunes et tout ça. J'espère que le film va être beaucoup regardé justement par différentes écoles parce que je pense que c'est un super bon prétexte pour lancer des discussions. Plein de champs d'études, en fait. Je trouve que c'est important. J'espère vraiment qu'on va réussir à, comme les pièces l'ont fait, à rejoindre autant des personnes âgées que des ados, des adultes, des utilisateurs des technologies, des néophytes, des créateurs, puis qu'on puisse... Puis en fait, je trouve toujours ça important aussi, après chaque spectacle, il y a toujours une discussion. Là, pour le prochain projet, on verra, il y en a quelques-unes de planifiées, mais quand on est en tournée, c'est systématique. Les gens ont besoin de parler après. Donc, le deuil que je vais avoir à faire, c'est de pas toujours être là quand quelqu'un va regarder le film, qui est très intime, en fait. C'est beaucoup lié à ma vie, là. Donc, il va falloir que je m'habitue à cette idée-là de m'être un peu dévoilée, dénudée, puis justement d'être peut-être immortelle sur une plateforme. On verra combien de temps durera la plateforme, mais d'être pour toujours, tant et aussi longtemps que la plateforme existe à cet endroit-là. Donc ça, c'est chouette pour moi parce que le théâtre, c'est très, très mortel, mis à part la publication de mes 2 pièces. Le projet n'existe plus. Mais je suis quand même contente que le livre serve encore de discussion régulière. Je suis invitée dans des groupes pour en parler encore. Donc ça, c'est vraiment chouette. On verra ce que le film va créer. Pour moi, l'éthique, ça se mesure dans la rencontre. C'est pour ça que j'ai voulu faire du terrain, aller faire des entrevues avec les gens, puis ensuite, j'invite les gens à me rencontrer dans une salle de théâtre. Jusqu'à maintenant, ça a été le meilleur moyen pour moi d'activer ces questions-là. Qu'est-ce que le cinéma va pouvoir faire? Mais je serai pas au courant de toutes les discussions qu'ils ont après, comme je le suis pas non plus quand les spectateurs retournent à la maison. Et ça va être une toute autre expérience. Donc, demain, je tourne la narration en anglais. On enregistre en anglais pour peut-être le vendre à des plateformes. Moi, j'aime lire les autres langues, mais bon, apparemment que les anglophones, il faut absolument que ce soit dans la langue originale. Donc, demain, je vais à l'ONF pour faire une version en anglais. On verra. Évidemment, ça a une plus longue vie, ça peut joindre beaucoup plus de gens que le théâtre. Mais il manque quand même la petite connexion en chair et en os parce que le théâtre a ça de magnifique. C'est qu'on a un temps de concentration tellement court maintenant que d'avoir l'attention des gens pendant 1h30, c'est non seulement un privilège, mais on reçoit pas non plus la même chose. Quand on est en groupe dans une salle, l'écoute
et la réception de ces questions-là en communauté, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment riche de traiter de ces questions-là au théâtre, je pense. Le film va permettre aux gens de librement pèse sur pause, va faire un autre truc. C'est pas la même qualité d'attention. Donc, là-dessus, je n'ai aucune prise. Mais je sais qu'au théâtre, on a encore, il y a ça de très beau, qui est de pouvoir être concentré en communauté pendant un temps donné, puis prendre une distance par rapport au tourbillon technologique dans lequel on se trouve. On l'a pas souvent, cette distance-là. Donc, avec nos projets, c'est ce qu'on essaie de permettre. J'ai encore par rapport à une question, mais alors cette fois, c'est une question un peu intéressée, je vais dire. Enfin, c'est pas que les autres étaient pas intéressés, mais elle est encore plus spécifique. Tu sais bien que le mouvement transhumaniste se retrouve souvent, régulièrement, dans des situations où il peut avoir du mal à s'exprimer, à franchir la barrière des médias, à être reçu dans des médias, etc. Et donc, diverses organisations transhumanistes se préoccupent depuis de nombreuses années maintenant de savoir quels médias utiliser pour arriver à faire passer pas seulement une réflexion ouverte comme celle sur laquelle tu travailles toi, mais pour arriver à faire passer des idées transhumanistes. Clairement, directement. Et donc, ma question à partir de là, c'est, pas obligé d'y répondre, mais c'est vraiment un avis que je te demande. Est-ce que il peut y avoir une certaine manière ou certaines manières à travers le théâtre de faire passer intelligemment, de préférence, voilà, ce que nous on appelle un transhumaniste techno-progressiste, celui de James Hughes, par exemple, que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire un théâtre qui parlerait d'un transhumanisme qui se veut attentif, c'est à la question des risques sanitaires, des risques environnementaux, des risques sociaux, des risques technologiques éventuellement, ceux dont on a parlé liés à l'intelligence artificielle. Donc, il arrive au final à parler de tout ça de manière positive. Est-ce que, voilà, c'est quoi, si tu veux, si tu imagines que je sais pas si je peux dire ça comme ça, si tu décidais de te scotcher l'étiquette transhumaniste sur la tête, ce que tu ne fais pas, tu fais bien, est-ce que tu penses qu'il serait pertinent de faire? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Ben, j'ai l'impression, je pense pas que j'ai fait nécessairement la promotion mais je pense que j'ai essayé d'enlever de la peur. Oui. Je pense que le meilleur moyen, en fait, ce que j'ai fait beaucoup dans mes projets, c'est de rapprocher le mouvement transhumaniste de ce que les gens pensent profondément, au fond. Puis de les rapprocher des envies des gens du mouvement pour leur montrer que, en fait, c'est plus près d'eux qu'ils ne le croient. Pour moi, on est déjà dans un monde transhumaniste. Puis en brouillant les lignes entre curatif et amélioratif, pour moi, on est déjà dans le transhumanisme. Donc, c'est un peu ça ma façon de faire. Je veux pas dire que je fais la promotion mais j'enlève de la peur, je démystifie, puis je rapproche les gens de ça parce qu'on est déjà dans ce monde-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on va se poser les bonnes questions. C'est si on se sent pas complètement éloigné de tout ça. Après, je pense pas que je fais du recrutement, mais peut-être qu'à la suite de certains de mes projets, il y a des gens qui se sont plus intéressés à ça, je sais pas. J'ai pas eu de. Il y a quelqu'un, il y a un transhumaniste très très convaincu là au Québec qui est venu voir les projets. Je semblais avoir son saut de OK, parce que c'est quand même quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi là, c'est pas aveuglément, mais tu sais qui est quand même assez enthousiaste dans ses idées d'immortalité. Honnêtement, je sais pas comment il faudrait faire. Je pense qu'il faut que les gens se sentent plus proches qu'ils ne le sont, parce que c'est ça la réalité en fait. Selon moi. Okay. Et donc on vient, j'allais dire particulièrement parce que j'ai l'impression que ce dans le cadre de l'association française transhumaniste, nous essayons de faire à notre manière. Donc ta réponse me conforte moi. Donc merci déjà pour ça. Et oui, donc la dernière question qu'on a pour cet épisode, ce serait de savoir un petit peu, de se projeter dans l'avenir par rapport à ton travail. Donc tu as exploré le transhumanisme, en ce moment tu explores l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses avoir tout dit sur ces thématiques, tu as exploré voilà ce que tu voulais et tu souhaites partir dans une autre direction, ou tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer? Pour le moment, je ne crois pas
faire un autre projet là-dessus, à moins qu'il se passe quelque chose de... Mais avec 2 pièces et un film, je pense que je vais avoir fait le tour. Après, il y a tout l'aspect génétique dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, là, que M. Church, qui pour moi traite d'être vraiment, vraiment, vraiment attentif puis d'aller fouiller. Je trouve ça très compliqué aussi de suivre tout ça, tout comme j'étais perdue au Radfest. Qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'est-ce qui est réaliste? Oui, OK, on a réussi à renverser le vieillissement chez les souris. On peut pas faire un copier-coller chez les humains, chez les souris. Donc, j'étais quand même un peu perdue dans les termes, dans la façon très scientifique d'aborder la chose. C'est pour ça, encore une fois, que j'aime plus les questions qui émergent de ça que de commencer à étudier la technologie comme telle, où ça en est et tout ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites et encore peu de certitude. Mais oui, l'aspect génétique m'intéresse, mais c'est infiniment glissant, c'est dangereux, c'est très complexe. Un personnage comme Monsieur Church me fait quand même peur. Je l'ai trouvé très sympathique, mais c'est très difficile de suivre toutes ses affiliations. Je dis pas que c'est ça le projet sur lequel je travaillerais, je dis juste que ça, c'est... En fait, depuis les tout débuts, je dis que je fais une forme de théâtre documentaire, puis souvent, les journalistes ici associent le documentaire à l'enquête. Puis très vite, moi, je disais, mais non, je fais pas une enquête, j'essaie pas de coincer des coupables ou de trouver qui est croche ou... C'est pas ça mon but. Puis même, au départ, le film, je travaillais avec un autre réalisateur, puis lui avait d'autres visées complètement. Lui, il était plus dans une idée d'enquête. Moi, je voulais plus poser des questions, puis je me disais, ma job, c'est pas de commencer à dire c'est un truand, c'est une menteuse. Je trouvais qu'on s'éloignait des questions philosophiques. Oui, il y a des gens qui profitent de ça à un niveau lucratif. Oui, il y a des gens désespérés qui sont prêts à payer beaucoup. J'ai vu beaucoup ça quand même là, au Radfest. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui aimaient pas nécessairement le Radfest. Donc, je pense que je peux le dire sans gêne. C'était moins mon approche, peut-être. Mais bon, c'est quand même intéressant. Mais bref, les gens ont souvent dit, tu fais une enquête, puis je dis non, c'est une quête. C'est une quête philosophique, c'est une quête de sens, c'est une quête de sens en fait. Puis donc, la fameuse enquête, je l'ai jamais faite, mais j'ai quand même aussi vu des choses qui accrochaient là, des fois à certains niveaux. C'est plus, moi pour être très honnête, là, les informations génétiques, j'ai trouvé ça très nébuleux. Beaucoup de compagnies, on veut ton ADN. Tu sais, je suis très soucieuse de mes données en général, d'autant plus mes données de santé. Et j'ai très peur, en fait, de ce qui peut arriver avec nos données de santé, nos données génétiques. J'ai vu beaucoup d'entreprises vouloir mettre la main là-dessus. Ça, j'étais pas certaine d'où ça s'en allait exactement. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Puis je pense qu'il faut être très vigilant sur nos informations génétiques parce que on est dans un monde extrêmement changeant. On peut se sentir en sécurité, mais les choses peuvent changer vite. Puis je pense qu'en ce moment, au moment où on se parle en 2025, on le sent que les choses peuvent changer vite en fonction de qui accède au pouvoir. Et maintenant, on sait que le politique peut être infiniment lié à des gens d'affaires pas très bien intentionnés, donc en tech. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant. Puis ça ramène pour moi la question de l'importance de la littératie numérique dans une époque où tout va trop vite. Peu de gens se méfient de ce qui advient de nos informations. C'est beaucoup ça. Je vous dirais que ça a été ça je trouve que dans le transhumanisme, j'ai pas vu beaucoup de gens parler de l'importance de protéger ses informations personnelles, de l'éthique des plateformes. Moi, c'est un peu ça qui a manqué pour moi dans le mouvement. Certaines personnes m'en ont parlé. J'ai eu une belle conversation là-dessus avec David Wood, mais je trouve que on peut pas embrasser toutes les compagnies. Il faut être vigilant. Moi, je dis le transhumanisme, pourquoi pas, mais quelles sont les compagnies derrière? Quelles sont les compagnies derrière? Quelles sont les organisations? À qui ça profite? Au même titre que les compagnies pharmaceutiques dont je dépends. Je pense que si on veut convaincre les gens d'embrasser ce monde-là, je pense qu'il faut aussi montrer qu'on est les chiens de garde du bien-être des gens aussi par rapport à ça. Puis je comprends que les transhumanistes peuvent pas attaquer tous les fronts du même coup. C'est-à-dire déjà juste expliquer ce que c'est. On a fait...
Mais il faut expliquer ce que c'est avec, je pense, les dangers liés aux informations personnelles, à la discrimination, la perte potentielle du libre arbitre. Je reviens à ma métaphore de la puce. Ma puce me fait pas peur, mon téléphone me fait peur. Puis tout le monde en a un téléphone, pratiquement. Mais peu de gens se questionnent sur réellement qu'est-ce qui est cumulé, comment on essaie de m'orienter, comment on manipule, à quel point mon attention est monétisée. C'est des choses que vous savez, mais je trouve qu'en général, puis encore plus au Québec puis au Canada probablement, là, je pense que je parle d'un point de vue américain. Il y a beaucoup moins d'éthique par rapport à ça qu'en Europe. Comme je le mentionnais, mon mari est allemand. À Berlin, j'ai vu tellement des pubs de Firefox dans la rue. Ici, ça n'existerait jamais. Il y a une espèce d'acuité par rapport à ces questions-là là-bas que je retrouve pas ici. Il y a un je m'en foutisme royal, puis c'est là où je pense qu'on risque de l'échapper beaucoup. Je pense que on a bien exploré la question et en tout cas, j'invite tous les spectateurs, enfin tous les auditeurs qui nous écoutent, qui en apprendre plus et peut-être s'ils ont la possibilité d'assister à tes pièces et le documentaire. Est-ce qu'il y a un lien en particulier que je pourrais mettre dans la description pour que les gens puissent avoir des nouvelles sur oui, tout à fait. J'enverrai un lien vers la pièce, puis on mettra à jour le lien vers le film quand il sera disponible, avec plaisir. Puis sinon, mes 2 premières pièces ont été publiées, Eau et Post-humain, donc c'est aussi possible de consulter une trace de cet art mortel qu'est le théâtre. Très bien. Merci encore pour cet échange très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Je pense qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche pour continuer à faire réfléchir tout autour de nous le plus grand nombre de personnes sur toutes ces questions si urgentes, comme tu dis. Merci. Merci.